Le podcast LexisNexis Jury Actu reçoit maître Elena Christidis et maître Frédéric Bibal. Avocats de partie civile au procès des attentats du 13 novembre 2015, ils ont orchestré avec d'autres confrères un collectif pour mieux porter la voix des victimes. Au terme de 149 jours d'audience, le 29 juin, la Cour d'assises spéciale de Paris, présidée par Jean-Louis Périès, a rendu son verdict. Des peines, allant de 4 ans d'emprisonnement à la réclusion criminelle à perpétuité incompressible pour Salah Abdeslam, ont été prononcées contre les 20 accusés. Entre la fin de ce procès fleuve et les premières constitutions de partie civile, 6 ans et demi se sont écoulés. Pour les 327 avocats, aux côtés des victimes depuis les attaques du Bataclan, du Stade de France et des terrasses de l'Est parisien qui ont fait 132 morts et des milliers de blessés, c'est la fin de 10 mois de procès et de plusieurs années de travail. Ce jour d'après marque la fin de la coordination tout à fait inédite mise en place par certains avocats de partie civile, de la préparation du dossier aux plaidoiries, pour tenter de répondre aux défis de ce procès hors norme. Maître Christidis, maître Bibal, bonjour. 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 Alors d'abord, comment vous sentez-vous au lendemain du verdict et comment les parties civiles ont-elles reçu ce verdict? Alors c'est assez étrange finalement d'être le lendemain de 10 mois d'audience qui ont pris et qui ont orchestré toutes nos journées depuis le 8 septembre 2021. Alors c'est un peu un après étrange, un sentiment de vide. Civil, c'est vrai qu'il y a vraiment une communauté qui s'est créée pendant ces 10 mois d'audience, un vrai collectif, un vrai soutien. Il y avait vraiment une habitude aussi, une sorte de routine pendant ces 10 mois où toutes les victimes sont venues tous les jours assister au procès. On arrivait dans cette salle d'audience, on savait exactement qui était assis où. On avait nos petits repères et nos petites habitudes avec les personnes de Paris Aide aux victimes en chasuble bleu, les gendarmes, les gilets roses, voilà. Il y avait tous les intervenants qui étaient là tous les jours. Donc c'est vrai que finalement c'est un petit peu le vide après ces 10 mois d'audience. Alors, le sentiment, c'est que, ça vous paraît très banal, mais c'est que la justice est passée. Et finalement, jusqu'au dernier moment, jusqu'à ce verdict, on n'était pas absolument certain que la justice pourrait passer. Elle a mis dans cette phase d'audience 10 mois. Donc en réalité c'est comme une saison, comme une année scolaire, hein. Et on a passé toute cette année ensemble avec toute une série de péripéties, de mouvements de haut, de bas, et jusqu'au dernier moment l'enjeu c'était de savoir si on allait être capable sur une affaire de cette dimension et tout ce qu'elle impliquait de rendre la justice. Et il me semble que le soulagement et le sentiment de vide il vient aussi beaucoup en partie de ça, au-delà même de la question de la durée et de l'expérience collective vécue ensemble, c'est d'un soulagement général d'y être parvenu, ce qui jusqu'au dernier moment n'était pas absolument certain. Au lendemain des attentats, vous avez affirmé que ce dossier était un défi qui n'était pas humain. Je rappelle les chiffres, un dossier d'1 million de cotes, 2500 parties civiles, 327 avocats de parties civiles, 149 jours d'audience. Comment est né le collectif d'avocats de parties civiles, qui, rappelons-le, est un travail tout à fait inhabituel? Et quels étaient ses objectifs, maître Bibal? En réalité, ce collectif, il est né très tôt. Il est né vraiment quelques jours après les attentats, puisque dès le mois de décembre 2015, la vice-bâtonnière de l'époque, qui allait prendre ses fonctions le 1er janvier, Dominique Attias, qu'il faut absolument citer dans cette aventure, a commencé à prendre des contacts, à réunir des avocats spécialisés, aussi bien sur les questions pénales que les questions de réparation, et à nous poser la question de savoir comment nous allons nous organiser compte tenu de l'afflux de victimes qui allaient devoir être assistées. Et donc cette idée que ce dossier pénal, qui était à l'époque embryonnaire, mais qui s'annonçait déjà comme tentaculaire et considérable, il fallait tout de suite l'aborder de façon spécifique et de façon collective, parce que sa conviction, son intuition, et qui s'est révélée évidemment tout à fait prémonitoire, c'était qu'aucun cabinet n'allait pouvoir affronter seul
la dimension de ce dossier. Et donc c'est elle qui a donné l'impulsion, qui nous a incité tout de suite à travailler ensemble. La première aventure, ça a été paradoxalement, alors même que le travail pénal commençait immédiatement, c'était une aventure qui concernait la reconnaissance des préjudices, puisque nous nous sommes dit que nous allions être incapables, sans modifier nos habitudes et même modifier le droit existant, de rendre compte de ce qu'avaient subi les victimes pendant les attentats. Et donc ça a été cette aventure du livre blanc qui très rapidement a agrégé de nombreux avocats, de nombreux cabinets. On s'est retrouvé rapidement à plus de 100, évidemment 170 avocats, et un an presque jour pour jour après les attentats, au mois de novembre 2016, nous avons déposé le barreau de Paris un document co-signé par ces 170 avocats qui s'appelait le livre blanc sur les préjudices subis lors des attentats et qui a été le déclenchement de toute une évolution. Il y a une commission d'experts qui s'est réunie, il y a eu une évolution jurisprudentielle qui s'est terminée par des arrêts de principe d'une chambre mixte de la Cour de cassation qui ont été rendus pendant le procès des attentats. C'était très émouvant puisque ça a été rendu au mois de mars dernier. On l'a annoncé en audience d'ailleurs le jour où c'était rendu, et c'était l'aboutissement de ce travail du livre blanc. Bon, qui évidemment a très vite cédé le pas, 2016, 2017, 2018 et puis jusqu'au procès, à un travail collectif un peu de la même équipe, en tout cas des mêmes avocats, auxquels se sont évidemment adjoints beaucoup de pénalistes, mais qui étaient déjà dans le livre blanc, sur donc un travail sur le dossier d'instruction, puis sur l'audience, en passant par l'audience des délits 10 juin, ce qu'on a appelé l'affaire des logeurs, qui a également été l'occasion de faire vivre ce collectif d'avocats. Alors justement, pour faire vivre ce collectif, un certain nombre d'outils ont été mis en place et mis à disposition des avocats par le barreau de Paris, en particulier par le bâtonnier Cousy. Comment avez-vous fonctionné, Maître Christidis ? Alors, on avait fait une demande, en fait, à un moment donné, d'un outil, effectivement, pour mutualiser tout le travail des avocats de partie civile, pour un endroit où on aurait pu mettre à disposition des uns et des autres, des professionnels, le dossier pénal, puisque le dossier qui fait 1 million de pages, il fallait bien quand même qu'il soit stocké quelque part aussi. Pendant tout le stade de l'instruction, on avait fonctionné un peu différemment. Et pour l'audience, c'est vrai que c'est grâce à l'Ordre des avocats et au bâtonnier Cousy qu'on a pu avoir ce qu'on a appelé un cloud qui a été mis en place, qui a permis en fait, et ça c'était vraiment une nouveauté, puisque c'est un outil informatique qui a permis d'échanger entre les avocats de partie civile, les avocats de la défense, le parquet et la cour, et donc de mutualiser et d'éviter finalement des millions de mails qui auraient été échangés tout au long de l'audience, avec des oublis, des pertes, et puis une déperdition de l'information surtout. Donc ça a été vraiment un outil très efficace qui a permis à la cour de communiquer des éléments à l'ensemble des avocats et à chaque avocat de communiquer à l'ensemble des parties également des informations comme le parquet. Donc ça c'est vraiment un outil qui a été très utilisé, qui était vraiment nécessaire pour le procès d'une ampleur comme celui-ci. Et tout à fait inédite. Oui, parce que dans aucun autre procès, même en parlant avec des affaires pénales avec de nombreuses victimes, je pense au Mediator par exemple, ce processus n'avait pas été mis en place. Donc voilà, je sais que notamment les greffiers sont très en demande de l'utilisation d'un outil comme celui-ci, le cloud, pour d'autres audiences, attentats de masse ou avec de nombreuses parties civiles, parce que ça permet vraiment de transmettre des informations à l'ensemble des parties sans avoir besoin d'avoir des milliers. Pendant les débats, la mutualisation de la parole des avocats avait notamment pour finalité de rendre la voix de la victime plus audible, mais aussi d'éviter certains comportements qui avaient été déplorés lors des procès Mera, puis du procès des attentats de janvier 2015. Ce but a-t-il été atteint selon vous ? C'est vrai que en fait la réalité c'est qu'il y avait 327 avocats de partie civile, plus de 2500 parties civiles constituées
à l'audience et qu'il fallait à un moment donné un petit peu se dire comment faire pour éviter qu'il y ait un poids trop important des avocats de partie civile avec une parole qui serait totalement une parole qui serait totalement diluée dans le procès, avec finalement un tunnel de questions des avocats de partie civile. A été suggéré une modification finalement du tour des questions, c'est-à-dire que le parquet puisse poser les questions en premier, puis les avocats de partie civile et enfin les avocats de la défense. On était assez favorable en tout cas à ça pour tester et voir finalement si ça allait bien se passer, et ça a été le cas. Ça a vraiment permis cette inversion du tour de parole. Ça a vraiment permis finalement de voir, lorsqu'on est avocat de partie civile, on ne sait jamais si le parquet va être vraiment au fait de certaines accusations ou autres, dans tous les types de dossiers d'ailleurs, donc que ce soit devant le tribunal correctionnel, devant la cour d'assises. Donc là, ça a vraiment permis finalement que le parquet puisse faire son travail, et dans l'organisation qu'on avait pu mettre en place avec même un Teams, donc Microsoft Teams qui avait été utilisé pour dire tous les avocats qui voulaient poser des questions, donc les gens s'inscrivaient quasiment, et donc on avait un peu un ordre préétabli à ce moment-là, et puis les confrères qui barraient les questions au fur et à mesure si elles avaient été posées par la cour ou par le parquet. L'idée, si vous voulez, et qui pour le coup a bien fonctionné, en plus de cette inversion du tour de parole, c'est vraiment de bénéficier en fait d'une intelligence collective par le nombre d'avocats concernés, et d'avoir vraiment des groupes experts sur certaines questions pointues du dossier, de faire travailler ces groupes en amont. Donc il y avait par le système de messagerie une inscription où il y a à la fois une désignation des confrères qui avaient travaillé un sujet et qui naturellement avaient vocation à prendre la parole sur une thématique. Et ça a permis, si vous voulez, de canaliser les énergies, de faire en sorte qu'il y ait la légitimité du travail et de la connaissance du dossier qui s'instaure. Et mécaniquement, de réduire le nombre de questions, j'allais dire un peu sauvages, je ne trouve pas d'autre expression, qui peuvent survenir comme ça sur un grand groupe d'avocats. On n'a pas tout évité, c'est-à-dire qu'il y a eu des séances de questions qui étaient un peu longues, mais de l'avis général, enfin c'est vraiment un retour de la part des observateurs, on a eu beaucoup moins d'encombrement de l'audience par des questions qui auraient pu être considérées comme inutiles ou superflues, et donc du coup la parole des parties civiles a été plus percutante puisqu'elle a été plus rare, ce qui est rare à plus de prix, c'est valable dans tous les domaines. Est venu le temps des plaidoiries. 9 jours d'audience ont été consacrés aux plaidoiries des avocats de partie civile qui ont débuté le 23 mai. Le collectif a proposé à la Cour des plaidoiries coordonnées, un exercice là aussi inhabituel. Quel regard portez-vous sur cet exercice qui a suscité encouragement, mais aussi quelques critiques, Maître Bibal ? Alors, bien sûr, des critiques, parce que, comme toujours, quand il y a une innovation, il y a ceux qui, évidemment, ne concevaient pas d'autre manière que celle qui a toujours existé, mais on est toujours sur la même problématique, c'est-à-dire que les circonstances nous obligent à bousculer nos habitudes et à nous adapter. Et il y avait plusieurs impératifs. D'abord, tout simplement, la qualité d'écoute de la cour, le confort d'écoute des magistrats, qu'il fallait absolument préserver pour pouvoir être audible. Et il nous a semblé qu'on ne pouvait pas, dans une affaire comme celle-là, avec plus de 300 avocats, s'engager dans un chapelet ininterrompu de plaidoiries successives pour des individus. Donc, nous avons, pour mettre en avant le mieux possible ce qu'avaient subi les victimes de ce dossier, regrouper les situations par thème en demandant, et c'est ça qui était tout à fait inédit, à des avocats en charge de ces thèmes, non pas de faire un exposé théorique comme on nous en a fait le procès, qui n'était absolument pas justifié, mais à travers un thème, d'exposer un maximum de cas individuels de façon la plus intéressante possible, et ce qui donc a conduit les avocats chargés de ces thématiques, chargés de ces présentations, à travailler avec des confrères qui leur ont d'une certaine manière confié des situations qu'ils ont pu ensuite développer. Donc ça a été un travail de collaboration considérable qui a duré plusieurs semaines, qui, voilà, comme tous les exercices de plaidoirie, il y a eu des moments très forts, très passionnants, d'autres qui étaient des moments peut-être moins aboutis, mais en tout cas,
pour en avoir eu déjà, comment dirais-je, un petit peu la sensation en voyant les magistrats qui écoutaient ces plaidoiries, on ne peut pas dire que ça n'a pas été un progrès, une meilleure manière de s'exprimer oralement pour les parties civiles. Je pense qu'on nous l'a dit à plusieurs reprises, et c'est en tout cas une piste très intéressante parce que, au-delà de l'exercice formel, cette façon de travailler disait aussi quelque chose du dossier. C'est-à-dire que dans cette façon de travailler des avocats, l'idée c'était de rendre compte de ce qu'ont vécu les victimes. Les victimes ont à la fois vécu une expérience tragique individuelle, elles ont personnellement été atteintes par ces attentats, et en même temps, elles ont vécu aussi une expérience collective. C'est-à-dire qu'elles ont été atteintes personnellement dans un drame qui touchait des centaines et des centaines d'autres personnes. Et cette façon de travailler que nous avons eue était aussi une façon de rendre compte de notre intervention de ce vécu des victimes. C'est-à-dire à la fois d'exprimer des atteintes individuelles et en même temps de les exprimer de façon collective. Maître Christidis, quel regard portez-vous sur ces plaidoiries coordonnées, sur leur organisation et puis sur leur déroulement? Alors je crois que c'était un défi inédit, comme l'a rappelé Frédéric Bibal. C'était important de le faire évidemment, et ce qui était plutôt, ça a été d'ailleurs plutôt bien perçu et bien vécu par les victimes elles-mêmes, et c'était vraiment la réponse qu'on attendait. C'est-à-dire que le regard des victimes elles-mêmes, savoir si elles estimaient avoir été suffisamment défendues dans ce procès, et notamment au travers des plaidoiries. Parce que c'est vrai qu'après des semaines d'audition de partie civile, on ne se voyait pas, nous, avocats, redire ce que nos clients avaient pu dire à la barre. Et c'était d'ailleurs pas ce qui était attendu ni par les victimes elles-mêmes, ni par la cour, je pense, ou les autres victimes qui n'avaient pas été entendues, puisque il n'y a qu'un cinquième des victimes qui ont été auditionnées par la cour. Ce qui était plutôt bien perçu, c'est que finalement les victimes dans la salle, même si elles n'avaient jamais été entendues, même si elles n'avaient jamais déposé, même devant un commissariat de police, se sont estimés, en tout cas ont estimé que leurs paroles avaient été entendues et avaient été portées par les avocats. Et ça, je crois que c'est quelque chose vraiment de très positif. Des victimes qui sont allées voir des avocats qu'elles ne connaissaient pas, en disant merci. Merci d'avoir pu faire passer un message que nous souhaitions communiquer à la cour, mais on ne savait pas de quelle manière et de quelle façon le faire. Donc je crois que ça a été vraiment quelque chose d'utile pour les victimes elles-mêmes, qui se sont sentis réellement dans ce cas-là défendus, que ce soit toutes les thématiques, c'est-à-dire qu'on a vraiment essayé de faire quelque chose de transversal, tout en individualisant les cas des uns et des autres, en donnant des prénoms, en donnant des cas bien particuliers pour que l'ensemble des victimes, même celles qui sont restées chez elles, qui n'ont pas eu la volonté ou la possibilité de venir dans une salle d'audience et dans cette salle d'audience, ne se sentent pas exclues. Parce qu'il faut rappeler qu'il y a une majorité de victimes qui n'ont pas assisté au procès, ou même qui ne se sont pas constituées partie civile. Oui, il y a beaucoup de victimes finalement qui sont restées au statut de victime et non pas partie civile, puisque c'est la différence juridique. Beaucoup qui sont restées à leur domicile, certaines qui n'ont même pas écouté de web radio, qui vraiment ceux qu'on a appelés les absents, les silencieux dans ce procès. Et je crois qu'il y a eu d'ailleurs un thème abordé un peu avant la conclusion sur ce thème-là, sur ces victimes qui ne se sont pas constituées, qui n'ont pas fait cette démarche. Et je crois que c'était important d'en parler. Et même si elles n'avaient pas pris d'avocat, elles n'ont pas fait ces démarches juridiques pour s'insérer dans ce procès, il fallait quand même qu'elles soient présentes au procès parce qu'elles existent et elles sont majoritaires. Ce travail a eu un coût pour les cabinets d'avocats engagés dans ce procès pendant 10 mois et pendant plusieurs années. Et j'aimerais revenir avec vous sur les montants de l'aide juridictionnelle. Pour ce procès, rappelons que tous les avocats sont intervenus au titre de l'aide juridictionnelle, prise intégralement en charge par l'État, pour un montant estimé à 50 millions d'euros pour l'ensemble des avocats, de partie civile et de la défense. Là où habituellement l'aide juridictionnelle est davantage réputée pour ses montants dérisoires, du fait de la durée du procès et du mécanisme de l'AJ, certains ont jugé que les montants perçus étaient trop importants. Ces critiques vous semblent-elles déplacées, Maître Bibal ?
Oui, alors il y a eu effectivement une polémique sur les montants de l'aide juridictionnelle. En matière de procès terroristes, l'aide juridictionnelle est de droit pour toutes les parties civiles sans condition de ressources. Ça a été la volonté de l'État il y a quelques années, sous l'impulsion notamment d'associations et de Françoise Rudetsky, de considérer qu'en raison de la nature des faits, tout citoyen devait avoir accès à une défense qui lui était proposée sur fonds publics. Donc c'est un choix politique ancien en faveur des victimes du terrorisme, compte tenu de l'implication de l'État et de la nature particulière de ces actes terroristes. Alors, ce qu'il faut d'abord dire, c'est que, contrairement à ce qui a été indiqué à tort, c'est que l'aide juridictionnelle est tout à fait classique en matière criminelle et qu'elle n'est pas supérieure en matière d'actes terroristes. Enfin, il s'agit de l'aide juridictionnelle classiquement attribuée aux parties civiles. Elle est même réduite quand il y a un nombre important de victimes qui sont assistées par un même avocat, puisque à partir, il y a une réduction des montants en fonction du nombre de parties civiles. Alors pourquoi les montants étaient importants? Tout simplement parce qu'il y a beaucoup de victimes et que l'audience a duré très longtemps. Et cette polémique, elle est tout à fait significative. En réalité, ce qui est intéressant, c'est de voir ce qu'il y a derrière. C'est-à-dire que derrière cette polémique, il y a cette idée que, finalement, défendre une ou deux victimes ou en défendre 50, c'est la même chose, c'est le même travail, que la défense des parties civiles. En réalité, c'est pas exactement une défense, c'est plus un accompagnement à l'audience, que le rôle de l'avocat, c'est finalement d'accompagner une personne, de lui expliquer un petit peu comment ça se passe, de la laisser peut-être éventuellement s'exprimer, et puis de s'asseoir et de se taire. Donc derrière cette idée, il y a quelque chose, il y a quelque chose de, comment dirais-je, d'un petit peu larvé et ancien, et qui est d'une certaine manière en réalité une contestation de la place pleine et entière de la victime comme partie au procès pénal, avec des droits identiques, équivalents, mais à la fois dans leur principe, mais dans leur exercice. Et si on veut que ces droits soient équivalents dans leur exercice, sur un procès comme celui-là, sur le temps qu'il a fallu prendre depuis des années, sur ce que ça représente d'accompagner chacun individuellement et non pas justement de façon collective, parce que le problème il est là, c'est que quand on assiste 20 victimes, 50 victimes, 100 victimes, c'est 100 accompagnements individualisés qu'il faut mettre en œuvre. Si on prend conscience de ce que ça représente sur la durée de ce procès, avec sa préparation, avec le fait que les avocats concernés doivent en réalité abandonner leur cabinet pendant plus d'un an, parce que l'audience elle dure 10 mois, mais elle se prépare pas la veille de l'audience, et donc laisser tous leurs autres dossiers, laisser le chiffre d'affaires lié aux autres dossiers, si on prend conscience de la réalité du plein exercice de ces droits pour les victimes, et qu'on accepte qu'elles exercent pleinement leurs droits comme toutes les parties, là on se rend compte que quand on regarde ça au nombre d'heures travaillées, on est sur des rémunérations qui sont pas du tout extraordinaires au coût horaire. Mais encore faut-il accepter la place que doivent tenir les victimes et qu'elles ont tenue dans ce procès. Parce que dans ce procès, on s'est trouvé dans une situation où les victimes ont chacune eu cet accompagnement individuel et où l'intégralité du dossier a bien été maîtrisé et pris en main par leurs avocats. Et j'ajouterai un dernier point qui rejoint les autres sujets, c'est que non seulement il y a eu cet exercice plein et entier des droits, mais il y a eu, on a été au-delà, et c'est ça qui est tout à fait frappant dans cette affaire des attentats de novembre 2015, c'est que le collectif des parties civiles a réalisé un certain nombre de prestations qui ont, comment dirais-je, complété le dossier. Par exemple, le collectif des avocats a reconstitué l'intégralité des scènes d'attentats avant qu'ils soient perpétrés, c'est-à-dire que, et c'est un travail qui n'avait jamais été réalisé dans le dossier, j'insiste là-dessus, l'ensemble des terrasses a été reconstitué, cartographié avant les attentats, grâce à une sorte d'enquête et de travail collectif que nous avons mené avec tous les avocats. L'ensemble des mouvements dans le Bataclan avant et après les attaques a été reconstitué, rectifié par rapport à des erreurs qui avaient été malheureusement, du fait de l'ampleur de l'enquête, commises par les services enquêteurs, et tout ça a été fait par le collectif des avocats de partie civile, donc de manière, si j'ose dire, par surcroît du travail classique
qui aurait dû être fait. Donc moi, c'est ça que j'ai envie de dire quand on parle de montants excessifs pour l'aide juridictionnelle. J'ai envie de dire à ceux qui disent ça, allez au bout de votre réflexion et dites-nous, allez au bout de votre pensée. Dites-nous si les droits, les moyens qui sont accordés aux parties civiles dans un procès terroriste sont excessifs et s'il faut les réduire. Parce que c'est ça la question, au-delà de celle de l'argent en tant que tel. Ce type de procès dit de masse va d'ailleurs se multiplier. En septembre s'ouvrira celui des attentats de la promenade des Anglais à Nice. Cela questionne, comme vous l'indiquez, Maître Bibal, la perception de la place de la victime dans ces procès et celle du rôle de l'avocat de partie civile. Est-ce que vous voulez nous en dire un mot, Maître Christidis ? Je crois, comme Frédéric Bibal vous l'a dit, c'est finalement, en fait, c'est la perception du poids écrasant des victimes dans un procès pénal en disant, mais en fait, c'est le procès des accusés, c'est pas le procès des victimes. Moi, je crois que quand on a une interprétation aussi stricte et aussi réduite d'un procès pénal, c'est qu'on n'a pas compris ce qu'était un procès pénal. Un procès pénal, c'est juger des accusés par rapport à des faits qu'ils ont commis. Et les faits, ils les commettent à l'endroit de victimes. Donc, exclure les victimes d'un procès pénal, c'est de dire que finalement qu'on ne va juger qu'un accusé par rapport à des faits relatifs à une société seulement, puisque le ministère public représente les intérêts de la société, et exclure totalement la victime des préjudices qu'elle a subis, mais de l'infraction même dont elle a été victime. On parle d'une victime parce qu'on a une infraction en face. Aujourd'hui, je crois que ce qui est important, c'est de dire que dans ce procès-ci, dans le procès des attentats du 13 novembre 2015, dans les autres procès qu'il y aura, puisqu'il y a le procès de Nice, voilà, dans tous les procès un peu où il y a de nombreuses victimes, c'est pas du fait du nombre de victimes qu'il faut absolument réduire après la place des victimes elles-mêmes dans un procès comme celui-ci. Parce que je crois que c'est important, c'est de se dire finalement que dans un procès normal, toutes les victimes sont entendues. Dans un procès comme celui qui va avoir lieu pour Nice, pour les attentats de Nice, ou pour les attentats de novembre 2015, il n'y a que 1/5 des victimes qui sont entendues. Donc c'est très peu, on l'a dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a énormément de personnes qui sont restées silencieuses. Et je crois que le rôle et la place d'une victime dans un procès pénal, c'est celui-ci, c'est-à-dire c'est de venir, d'assister, mais de participer. La victime est une partie au procès lorsqu'elle se constitue partie civile. Donc c'est très important de le rappeler. Et le rôle d'un avocat de partie civile, c'est évidemment de soutenir et d'assister, de porter la voix de ces clients qui sont victimes partie civile, mais ça va au-delà. Ça va au-delà, c'est aussi être sûr que le procès soit et se passe dans le respect de la dignité, dans le respect de l'humanité aussi, d'un côté comme de l'autre. C'est venir parfois, en tant qu'avocat de partie civile, au soutien des demandes de certains avocats de la défense pour que un procès puisse se passer de façon digne. Le procès des logeurs, par exemple, on avait soutenu lorsque c'était l'époque où il y avait des vitres qui avaient été mises dans les box, que les vitres avaient été vraiment remontées, et on avait soutenu, par exemple, les avocats de la défense en demandant à ce que ces vitres soient baissées. Voilà, c'est aussi ça, le rôle d'un avocat de partie civile, c'est venir au soutien et respecter les droits de la défense, quels qu'ils soient, d'un côté ou de l'autre. Donc je pense que le rôle d'un avocat de partie civile, c'est évidemment de porter la voix de son client et parfois de façon collective comme on a pu le faire dans ce procès. Merci beaucoup, Maître Bibal, Maître Christidis. Merci. Merci à vous.